France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. Oui, on est bel et bien là, en direct sur France Maghreb 2 pour évidemment passer ce petit moment ensemble. C'est votre émission de référence, à savoir le grand forum. Alors ce mercredi, nous sommes le 15 novembre et je suis en très bonne compagnie, celle de Nadir Kaya. Comment ça va, Nadir? Oh, c'est gentil, Christophe, merci. Ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, mon cher ami Nadir, on va parler de quoi avec toi dans ton avis tranché tout à l'heure, qui sera en direct sur Facebook, je le précise, sur Christophe le Grand Forum. C'est un avis tranché un peu particulier. Je vais essayer de rappeler aux gens qu'il faut se dépassionner de certains débats et s'élever un petit peu. Donc on va parler de Saint-Augustin et de Rumi. Très bien. Et dans ton coup de cœur aujourd'hui? Mon coup de cœur, ce sera une action qu'on mène avec la mairie de Montreuil pour les personnes qui sont à la rue ou en grande difficulté. Et donc on va faire une grande soirée avec 800 convives le 31 décembre 2017, donc du côté de la mairie de Montreuil, dans le 9-3. Parfait, très très bien. Bien, restez avec nous sur France Maghreb 2. On vous donnera aussi des nouvelles parce qu'il y en a de très fraîches là concernant l'affaire Yacine depuis hier soir, une vidéo qu'on a faite d'ailleurs en direct du tribunal, ou plus précisément en direct du parking du tribunal, puisque la famille a été expulsée donc sur le parvis du tribunal de Bobigny hier. Des nouvelles toutes fraîches qui sont tombées hier soir tard et qu'on va vous communiquer, donc restez bien à l'écoute sur France Maghreb 2. Voici le sommaire de cette émission. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, 7 personnalités de gauche favorables au boycott d'Israël ne pourront pas se rendre en Israël pour rendre visite à Marwan Barghouti, prisonnier politique. Terrifié par BDS, Israël interdit donc l'entrée à 7 responsables politiques français. Le président français s'est rendu dans l'une des villes les plus pauvres du pays pour parler de sa politique de la ville et annoncer des mesures. Peut-on faire du neuf avec du réchauffé? C'est ce qu'on tentera de savoir tout à l'heure. Retour de coulisses des pouvoirs avec Nisa X, notre infiltré au sein des locaux de l'Assemblée nationale et des ministères, pour nous livrer des infos exclusives tout à l'heure. Sur une chaîne de télévision égyptienne, le chanteur Khaled a comparé les présidents algériens et égyptiens à des messies. Je remercie Dieu de nous avoir envoyé des hommes de la stature des présidents Al-Sisi et Bouteflika. La question LGF. Tous les ministres de l'Éducation nationale se sont heurtés à la réforme du baccalauréat autour de Jean-Michel Blanquer, qui veut cette fois supprimer les filières L et S et envisage le contrôle continu. Êtes-vous pour ou contre? Vous répondez à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum comme tous les jours, 16h-18h, votre rendez-vous d'actualité. L'émission référence, c'est ici évidemment, sans langue de bois, avec Nadir Kaya aujourd'hui pour nous accompagner. Et cette question du jour que l'on vous pose, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par rapport, vous savez, à tous ces ministres de l'Éducation nationale qui se sont frottés aux différentes réformes concernant le baccalauréat. Et Jean-Michel Blanquer, donc, qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, il entend faire fort pour le coup, parce que il entend supprimer les filières L, donc littérature, et S, scientifique, et propose un contrôle continu. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme? D'abord les résultats sur Facebook, vous êtes 41% à être pour contre 59% à être contre. Et puis sur Twitter, sur LGF officiel, Facebook France Maghreb 2, LGF officiel sur Twitter, c'est quasiment pareil puisque vous êtes 43% à être pour contre 57% à être contre. Nadir, évidemment ça va te rappeler un peu des souvenirs en tant que bachelier. Est-ce que finalement le contrôle continu c'est une bonne chose? Pourquoi pas. Après, moi, la mesure, là, je la comprends pas bien exactement. Bon, supprimer pour supprimer, mais bon, le contrôle continu, ça peut être une bonne chose, notamment pour les étudiants qui sont assez réguliers et qui veulent pas être sous la coupe d'un examen qui remettrait en question leur travail. Pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'il faudrait plus de détails sur cette volonté des réformes, parce qu'on c'est vrai qu'on dit que la France est un pays qui a du mal à se réformer. Ouais. Mais pour se réformer, je pense qu'il faut des bonnes idées, trouver les bons interlocuteurs. Ouais. Et trouver à chaque fois une assise juste qui permette de satisfaire les uns et les autres. Et là, c'est souvent comme ça, c'est des petites mesures qu'on propose sans vraiment d'avoir un vrai détail, ou surtout les répercussions d'une telle réforme. Et la suppression des filières S et L, on comprend pas bien non plus là. C'est toujours pareil, il faut voir avec les étudiants.
littérature et scientifique, c'est des filières qui sont quand même assez importantes. Après, je sais pas si le fait de parler de supprimer ça, c'est que quelque part on dévalorise la chose. Je pense qu'il faut des filières littéraires et scientifiques, c'est important. C'est aussi un équilibre. On peut pas être tous des scientifiques ou des littéraires. Donc les deux, je pense, suffisent et se complètent aussi. En fait, oui, j'ai bien compris. Ça vise peut-être à réduire le niveau du bac, quoi, finalement, parce que ça va être un bac G pour tout le monde, quoi. Ouais, un bac général, mais bon, après c'est dommage parce que c'est sûr que il y a des gens qui ont des orientations et des choix à faire. Donc un bac général, ça va peut-être pas répondre aux attentes des uns et des autres. En même temps, le contrôle continu, ça peut être pas mal non plus parce que c'est un travail qui s'étalerait sur toute l'année, contrairement à attendre les derniers mois où on sait qu'il y en a beaucoup qui révisent d'ailleurs à fond les 2 derniers mois pour passer leur bac et qui le reste du temps font pas grand chose. Là, ça forcerait en fait les élèves à être attentifs, à être plus constants tout au long de l'année. C'est pas plus mal aussi d'un côté, ne serait-ce en termes d'organisation, sur son travail et sa façon de travailler, à les responsabiliser tout au long de l'année. Ça peut être intéressant comme ça, mais bon après. En tout cas, on vous pose la question et puis vous pouvez y répondre évidemment au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis et vous pouvez nous le donner votre avis parce qu'il nous intéresse bien sûr sur cette question du jour sur Twitter LGF officiel et sur la page Facebook France Maghreb 2. On prendra connaissance des nouveaux résultats tout à l'heure évidemment, donc n'hésitez pas à aller voter. Donc pour l'instant vous êtes dans l'ensemble et en majorité contre cette proposition de Jean-Michel Blanquer qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors, avant d'attaquer notre premier sujet, si vous le voulez bien, je rappelle d'ailleurs à tous les auditeurs qui peuvent nous appeler au 01 40 33 9000 à n'importe quel moment dans cette émission, on va directement attaquer ce premier sujet avec pour le coup la France Insoumise, Nadir, ami auditeur, qui a interdiction de séjour en Israël pour des députés français qui comptaient donc justement se rendre à Jérusalem et en Cisjordanie. Les autorités israéliennes leur ont fait savoir au début de cette semaine qu'ils n'étaient pas les bienvenus. La raison, eh bien, ces élus du Parti communiste, de la France Insoumise et quelques élus des Verts, eh bien, souhaitent rencontrer le dirigeant palestinien Marwan Barghouti, emprisonné depuis plus de 15 ans maintenant et que Israël considère toujours comme un terroriste. Écoutez de la députée de la France Insoumise Clémentine Autain qui dénonce bien sûr un déni de démocratie et elle espère toujours prendre l'avion samedi prochain comme prévu. Écoutez Clémentine Autain. À cette heure, je préfère ne pas y croire. Je suis sous le coup d'une certaine sidération parce que je pense que ces faits sont gravissimes. Mais j'ai espoir dans la diplomatie de mon pays d'abord, mais aussi dans le fait qu'un pays qui se dit démocratique ne peut pas, au bout du bout, prendre une décision aussi antidémocratique. Aucun élu n'a jamais été refoulé à l'entrée à Jérusalem. Ça n'est jamais arrivé. Donc, si le gouvernement persistait, si le consulat confirmait cette information, ce serait en effet une première et une première très préoccupante parce qu'on rentre dans un espèce de cercle infernal qui consiste à tendre, à raidir les relations, la situation et je crois que personne n'y a intérêt. Voilà, ça c'est donc Clémentine Autain, la députée de la France Insoumise, donc qui s'exprimait au sujet de cette interdiction faite par Israël de se rendre à Jérusalem pour aller notamment visiter Marwan Barghouti, mais aussi il voulait aller voir Salah Hamouri. Voilà, donc Nadir, sur ce fait que la France Insoumise et ses élus du Parti communiste et des Verts soient interdits de se rendre en Israël. Non mais c'est compliqué parce que c'est un sujet délicat en France. Moi c'est pas compliqué pour moi parce que j'ai mon avis et quelle que soit la bien-pensante aujourd'hui en France, mon avis il est tranchant parce que je ne pense pas comme la bien-pensante. Pour moi Israël n'est pas une démocratie, c'est un pays qui s'est créé sur un autre pays existant et aujourd'hui il est de bon ton de dire que c'est une démocratie exemplaire, pas du tout. Je rappellerai que c'est l'un des pays qui a le plus de résolutions de l'ONU et qui n'en respecte aucune. On a fait une guerre en Irak avec une résolution. Donc le 2 poids 2 mesures, il existe aussi à ce niveau-là. Donc je suis pas surpris par l'attitude d'Israël vis-à-vis de cette délégation française parce que c'est des gens qui ont des choses effectivement à se reprocher et de voir un peu la réalité du terrain là-bas, c'est rappeler ce qui se passe concrètement et en France c'est pas le bienvenu parce que Israël est considéré comme une démocratie exemplaire dans la région. Donc à partir de là, voilà la difficulté de dire franchement ce qu'on pense ou d'émettre un avis qui peut déranger beaucoup. En tout cas, j'ai donné le mien, vous le prenez comme ça. Clémentine Autain, encore Pierre Laurent, Patrick Le Yarrick ne pourront donc pas s'entretenir avec Marwan Barghouti comme c'était prévu. Le 18 novembre prochain, ces élus souhaitaient également, donc, comme je disais tout à l'heure, prendre des nouvelles de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, emprisonné dans le cadre d'une détention administrative, une mesure
totalement arbitraire, rappelons-le, mais les autorités donc refusent, même à sa famille d'ailleurs, les visites de Salah Hamouri, faut le savoir. Mais ce qui est bizarre, parce que si déjà ils sont déjà là-bas sur place et qu'on leur refuse l'accès, c'est quand même bizarre. Ça veut dire qu'au départ, parce que pour aller en Israël, il y a tout un ensemble d'éléments à donner, on vient pas comme ça, donc je pense qu'au départ ça devait être oui, et une fois arrivés, ils ont dû changer d'avis. Donc c'est ça qui est un peu quand même bizarre. Oui, enfin une fois arrivés où? En Israël? Non, ils sont pas arrivés. Ah d'accord, ils sont pas arrivés. Ils ont pas pu. Justement, ils doivent prendre l'avion samedi. D'accord, donc là ils sont plus cohérents. Pour l'instant, on leur a dit non, c'est pas la peine de venir. Oui, c'est pour ça que Clémentine Autain dit j'espère quand même que ça va changer d'ici samedi. Alors pour ça c'est plus logique par rapport à Israël. Ah non, ils ont pas attendu qu'ils prennent l'avion. C'est arrivé qu'ils aient donné l'autorisation à des personnes et une fois arrivés à l'aéroport, on leur a refusé l'accès au territoire dit occupé. Alors, concernant les politiques interdites de se rendre en Israël, le ministre de la Sécurité publique s'est justifié quand même en affirmant nous n'autorisons pas l'accès au territoire à ceux qui appellent activement à s'en prendre à Israël, particulièrement lorsqu'ils demandent à rencontrer et à conforter un meurtrier comme Barghouti, incitant ainsi à soutenir le terrorisme. Les autorités locales se sont appuyées donc pour prendre leurs décisions sur des déclarations publiques hostiles à Israël. Le ministre donc de la Sécurité intérieure aimerait généraliser les méthodes d'ailleurs du pouvoir israélien en proposant une loi qui permettrait de poursuivre tout partisan du mouvement BDS. En 2002, rappelons qu'Israël avait déjà expulsé un groupe d'altermondialistes qui avait formé d'ailleurs une mission civile de protection du peuple palestinien, parmi lesquels, vous en souvenez, José Bové, qui de retour de Ramallah, donc après son expulsion, Bové avait dénoncé une guerre de purification ethnique dans les territoires palestiniens. On s'en souvient. Voilà pour ce qui est donc notre José Bové national qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il a eu du mal à passer après dans les médias pendant un bout de temps. Ouais, on l'a puni. On l'a puni. Il a été un peu boycotté, c'est vrai, vrai. Ouais. Votre avis 01 40 33 9000, bien sûr, sans langue de bois dans cette émission. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Alors mon prénom c'est Samy. Bonsoir Samy. Vous nous appelez d'où, cher Samy? Ouais, je vous appelle de Créteil. D'accord, on vous écoute Samy. En fait, moi je voudrais savoir, je voudrais parler à la communauté. Je voudrais savoir pourquoi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend Samy, allez-y. Ouais, je voudrais savoir pourquoi on parle tout le temps de nous, de l'islam, de ci, de ça. Pourquoi on ne parlerait pas d'autre chose, des trucs bien. C'est toujours sur nous qu'on tape, on tape sur les Maghrébins, tout ça. Je comprends pas ce truc-là. Ça fait des années que ça dure. Et franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Ouais. Alors Nadir va te répondre, Samy. Pardon ? Nadir va te répondre. Samy, bonjour, c'est Nadir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais. Franchement. Ouais. Chaque fois, nous, on nous voit comme le mal, putain. Mais. On est des gens bien, les Arabes, putain. Arrêtez de parler de nous en mal tout le temps. Alors, je pense pas à France Maghreb. Depuis la naissance, on nous fait chier, putain. Samir. Excusez-moi de dire ce mot-là, mais c'est vrai. Samir, en tout cas, sur France Maghreb 2, on n'est pas comme ça, rassure-moi. Non, vous, êtes des grands médias. Vous êtes des gens bien. Enfin, je sais pas si on est des gens bien, mais on essaie de faire notre travail comme il faut. Samy, ça fait mal, quoi. Pour nous, l'arabe, dès qu'on fait un truc, on est sur nous, putain, on peut plus circuler, on peut plus faire rien faire. C'est Samy, c'est ça? Ouais, Samy. Samy, si je peux m'exprimer, donc c'est Nadir de. On est fatigué, c'est bon. Ouais. Nos parents mesquins ont souffert. Et maintenant, c'est à nous, on n'arrête pas. Samy, si tu veux juste laisser parler Nadir qui va te répondre. Vas-y. Samy, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, on en arrive à se positionner comme musulmans. On parle des banlieues, tout ça. On aimerait parler d'autres choses, ou simplement traiter l'actualité comme tout le monde le fait. Mais la réalité est que si aujourd'hui les médias sont friands de ce genre de débat, c'est qu'en face, le rapport de force, il n'a pas été créé. Quand je parle de rapport de force, je parle d'un rapport de force intelligent, pas celui de la violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les minorités dont on fait partie, les Arabes, les Maghrébins, les musulmans, cet ensemble de communautés restent des communautés minoritaires. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On n'est pas capable aujourd'hui. On arrête de parler de nous parce qu'on n'est pas mauvais. Non, mais c'est pas grave. Qui parle de nous, c'est pas grave. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse. Les gens, ils arrêtent pas de dire que les Arabes, on est pourris. On est des voleurs, on est des remouèges. Oui, ça c'est des images qui sont véhiculées, on généralise, voilà. mais ça c'est. L'arabe, maintenant les gens, moi j'ai la barbe un peu maintenant, avant j'avais pas la barbe moi. Depuis que j'ai la barbe, j'ai moins de boulot, les gens ils te regardent bizarre. Non mais ça Samy, on peut l'expliquer par rapport à. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais quoi dans la vie, Samy? Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis dans le dépannage, je fais de la serrurerie, tout ça. Quand je vais chez les clients, je le vois. Ouais. Je vois leur gueule, ils me regardent bizarre les gens. Avant qu'ils me regardaient pas quand j'avais pas de barbe. Ouais. Ils me regardaient normalement les gens. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde là? Qu'ils arrêtent les gens de nous faire du comme ça. Samy,
Samy, si je peux me permettre, Ouais. si je peux me permettre, Alors, je pense que les hauts, ils font la barbe, personne les emmerde. Personne leur parle à eux. ouais, Voilà. Samy, Il y a des juifs, ils ont la barbe. On les emmerde pas. Ils rentrent où qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, merci Samy, on a bien compris ton coup de gueule en tout cas. Je pense qu'il est partagé par un certain nombre, bien sûr. Nadir, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord sur le constat. C'est effectivement triste et c'est parfois aussi énervant. Bien sûr. Mais le souci, c'est que dans une société telle que la société française, il faut savoir créer un rapport de force, un rapport de force intelligent. Et ça, dans les quartiers populaires ou que ce soit la communauté musulmane ou les Arabes ou ce que disait Samy, Ouais. c'est qu'on n'est pas en capacité d'avoir une certaine lucidité qui nous permette aujourd'hui de faire face. Parce que la France, au-delà de ces problématiques, c'est quand même un pays fantastique. Il y a quand même des droits et des lois en France qui font que si on regarde un petit peu de plus près la chose, on peut être en capacité d'inverser les choses. Mais il faut avoir des leviers, puis il faut savoir être engagé au quotidien. Et puis dans les quartiers, c'est pas tout à fait le cas, ou même chez les musulmans. Il y a aussi des choses sur lesquelles il faut savoir se reprocher des choses pour pouvoir avancer. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas une conscience suffisamment partagée par beaucoup pour pouvoir changer les choses, malheureusement. Alors pour en revenir à la France Insoumise, Parti communiste et les élus donc empêchés d'aller en Israël pour visiter Marwan Barghouti, pour rendre visite aussi à Salah Hamouri, le franco-palestinien, l'avocat dont d'ailleurs l'État français ne fait pas grand-chose pour obtenir sa libération. Je voulais juste rappeler quand même que la France Insoumise a fait un communiqué en appelant au président de la République parce qu'il trouve évidemment et juge que c'est absolument anormal que des politiques français soient empêchés d'aller visiter un prisonnier dans un pays qui se dit un pays démocratique. Méziane, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Nadir. Bonsoir. Alors voilà, vous avez parlé des résolutions de l'ONU qui n'ont pas été respectées par Israël. Il ne s'est rien passé, contrairement à d'autres pays. Lorsque les résolutions ont été votées, l'intervention elle a eu lieu. Voilà. Donc moi je crois que le système de l'ONU avec le fameux droit de veto, c'est un piège qui permet toutes les magouilles. Je crois qu'il serait temps que ça soit réformé, que l'ONU soit un vote majoritaire, tout simplement, et que le droit de veto n'existe plus, parce qu'il n'est pas normal que tantôt, avec la résolution, on l'applique, les résolutions, et dans d'autres cas, tels qu'Israël, on ne les applique pas. Donc c'est le fameux 2 poids 2 mesures, et en fin de compte, c'est un petit peu l'histoire de selon que vous soyez riche ou misérable, on vous fera blanc ou noir. Merci Méziane pour cette petite remarque concernant ces résolutions et bon cette manière de s'organiser à l'ONU pour Méziane. Donc supprimer les vétos, je suis pas sûr que ça fasse l'unanimité pour le coup. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous appeler, à réagir 01 40 33 9000 à dire. Et puis ils ont surtout pas intérêt à le faire. Si c'est depuis le temps, si c'est comme ça, c'est toujours pareil. Hein. Les rapports de force s'expliquent et on peut comprendre pourquoi des situations n'avancent pas pour certains et évoluent pour d'autres. Un dernier appel avant la pause bien sûr et avant de poursuivre et de passer à l'avis tranché de notre ami Nadir Kaya dans un instant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed, bienvenue à vous. Bonsoir Mohamed. Merci. Je voulais revenir sur le propos d'un auditeur qui s'appelle Abdel, Oui. qui voulait interdire Charlie Hebdo pour sous prétexte de troubles à l'ordre public à l'image des sanctions qu'a enduré Dieudonné. Oui. Hein Oui. Mais c'est idiot ce qu'il raconte là, parce que Dieudonné, le Conseil d'État lui a donné raison là. Oui, pour Marseille notamment. Pour Marseille. Donc, troubles à l'ordre public, ça marche pas, ça. C'est la liberté d'expression. Attends, on est en France, c'est la liberté d'expression. Je pense que c'est... Et c'est pas parce qu'il y a un abus de Valls ou de certains maires qu'il faut demander le même abus envers un autre média, même s'il nous déplaît. Je pense que là, il y a plus un trouble à l'ordre public avec les propos de Manuel Valls qui sont encore illustrés ce matin. Enfin, ça devient dramatique avec ce monsieur qui s'exprime de manière ouverte là. Et qui est invité partout. Plenel. Et en plus, il est invité partout, oui, absolument. Mais je pense que cet auditeur auquel tu fais référence, Mohamed, l'a fait avec provocation et essayant un petit peu de pousser dans le ridicule parfois des choses qu'on peut entendre. Donc, il a voulu, si tu veux, présenter à sa manière, peut-être maladroitement d'ailleurs, dénoncer une certaine hypocrisie. Voilà. C'est ça. Et je voulais juste rajouter hier par rapport à l'émission d'hier, Oui. vous parliez de la majorité sexuelle. Oui. Et la majorité civile, la majorité sexuelle c'est 15 ans. Oui. Et s'ils veulent la mettre, si la ministre demande, c'est la ministre qui Oui. demande. La secrétaire d'État, Marlène Schiappa. Oui. Comment? La secrétaire d'État. Oui, secrétaire d'État, Marlène Schiappa.
c'est parce que en fait, dans le code pénal, il n'y a pas inscrit cette majorité sexuelle. Elle n'est pas inscrite. C'est ça. Et d'où on l'a déduit par déduction d'un autre article, mais c'est pas clairement précisé. Donc c'est pour ça qu'il voulait le préciser. Voilà. Merci Mohamed en tout cas de nous avoir appelé pour nous apporter tes précisions importantes, bien sûr. Dans un instant, ne bougez pas. Sur France Maghreb, on est de retour avec l'avis tranché de notre ami Nadir Kaya, et on fera un petit tour par l'Assemblée nationale, Nadir, parce qu'on a notre infiltré à l'Assemblée nationale. Oui, il est là, il observe tout ce qui se passe, il écoute les bruits de couloir, il nous les rapporte. Le mercredi à 17h, il était parti un petit peu en vacances, bien mérité bien sûr, parce que ça prend du temps tout ça. Et il sera avec nous dans un instant. Nizar X, notre infiltré à l'Assemblée nationale dans le cadre des coulisses du pouvoir à suivre sur France Maghreb 2. Juste après, évidemment, il y aura le zapping et on va s'attaquer aux petites mesurettes, certains jugent concrètes, d'Emmanuel Macron, puisqu'il est parti évidemment lundi à Clichy-sous-Bois, et hier il était à Tourcoing dans le Nord pour annoncer des mesures concernant la banlieue. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui. Tous les ministres de l'Éducation nationale se sont heurtés à la réforme du baccalauréat. Jean-Michel Blanquer, il va de sa petite proposition, et pas des moindres d'ailleurs, puisqu'il entend vouloir supprimer les filières S et L, scientifique et littérature, et il propose lui un contrôle continu. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous votez toujours sur la page Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur le Twitter LGF officiel. Je n'en oublie pas évidemment les bonnes nouvelles, parce que elles sont plutôt bonnes concernant l'affaire Yacine. On en reparle dans quelques instants, ne bougez pas. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nadir Kaya qui est avec nous aujourd'hui jusque 18h, chers amis auditeurs, auditrices, et c'est parti dans un instant. Vous allez pouvoir évidemment écouter notre ami Nizar X pour ses coulisses du pouvoir. Pour l'heure, voici l'avis tranché de notre ami Nadir Kaya. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Une proposition fort intéressante que nous propose Nadir aujourd'hui, c'est de dépassionner les débats. Oui, tout à fait. Je me suis dit, tiens, on va essayer de changer un petit peu d'angle de vue, et comme aujourd'hui dans les débats de la société sont assez violents parfois, je me suis dit qu'il fallait prendre un peu d'auteur. Donc je me suis inspiré de deux personnages illustres et connus pour certains, peut-être pas pour d'autres, donc d'où l'intérêt de mettre ça en avant. Ce sont donc Rumi, qui était un philosophe persan, et Saint Augustin, qui est connu normalement, qui était un intellectuel, un philosophe, un théologien chrétien, qui a vécu aujourd'hui dans ce pays qu'on appelle l'Algérie, dans les années 354. Il est né en 354, et donc Rumi, qui lui était perse. Donc je vais vous donner juste quelques citations qui rappellent un petit peu l'intérêt de parfois dépassionner les débats et de pas trop être dans une logique de contradiction ou de violence, et ça permet parfois de voir un peu mieux les choses et d'avoir des avis plus réfléchis et plus intéressants. Donc on va commencer par Saint Augustin. Donc c'est quelques petites citations que j'ai notées là. Vous avez le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. L'amour des richesses est la racine de tous les maux, MAUX. Où il n'y a point de justice, il n'y a point de république. Ça c'est assez d'actualité, notamment par rapport à Yacine et à toutes ces personnes qui meurent dans des situations un peu difficiles dans les quartiers. Heureux celui qui aime son ami en vous et son ennemi à cause de vous. L'amour détruit ou adoucit les peines et les obstacles. La prière est le plus grand rempart de l'âme. On peut être cruel en pardonnant et miséricordieux en punissant. Nul ne pêche par un acte qu'il ne peut éviter. Donc voilà, ça c'est quelques citations de Saint Augustin. Et pour Rumi, c'est aussi assez profond. J'espère que chacun pourra peut-être prendre la mesure de ces citations et éventuellement y réfléchir. Alors, hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même. Donc assez profond ça. Ouais. Cache tes bonnes actions non seulement aux yeux des autres, mais aussi à tes propres yeux, afin qu'elles puissent être en sécurité, loin du mauvais œil. C'est là aussi d'actualité, je pense à Anan et Nadia qui avaient fait une petite chronique là-dessus il y a quelque temps. La femme est le rayon de la lumière divine. C'est magnifique ça. Très beau. La parole est un prétexte. Ce qui attire l'homme vers l'homme, c'est l'affinité qui les lie et non la parole. Et pour la dernière, la lumière propre du visage vient de la chandelle de l'esprit. Magnifique. Voilà, ce petit rappel
Ce petit rappel bien utile en tout cas, et j'espère que vous en avez bien profité de toute cette petite citation que nous a proposée aujourd'hui Nadir. C'était en direct d'ailleurs sur Facebook, Christophe, le grand forum. Si vous voulez la regarder, eh bien n'hésitez pas. Voilà. On reviendra plus tard pour les vidéos. Voilà pour en tout cas notre ami Nadir Kaya sur France Maghreb. De mon cher ami Nadir, maintenant, chers amis auditeurs, nous allons, comme chaque mercredi, vous le savez, prendre la direction de l'Assemblée nationale, puisque j'invite à ce titre notre ami Nizar X qui est là chaque mercredi pour nous donner un petit peu les derniers échos de l'Assemblée nationale. Il est avec nous. Bonsoir Nizar. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, à tous les auditeurs, et merci pour cette invitation. Nadir Kaya, il s'appelle, tu le connais pas? Non. Non, je ne connais pas. Et pourtant vous faites partie de la même équipe, les gars. Bon. Oui, ça se travaille. Oui, ça se travaille, c'est ça. C'est ça, exactement. Travail, ouais. Absolument. Alors Nizar, t'es parti un petit peu en vacances, t'es revenu, et on voit qu'à l'Assemblée nationale, c'est toujours assez tendu. Alors, il paraît, tu vas nous confirmer qu'il y a une espèce de scission au sein même de la République en marche. Une session, je pense que le mot est fort, mais il y a des députés effectivement qui ne sont pas contents de la trajectoire actuelle menée par le gouvernement. C'est une bonne trentaine, voire une quarantaine de députés qui estiment que le gouvernement a pris un virage un peu trop à droite. Voilà, c'est un peu le message qui est sorti. Aujourd'hui, pour rien te cacher, il y a même jusqu'à il y a une semaine, ça c'est une information que je te donne, il y a eu des tensions entre deux ministres. Il y a eu faillite d'émission quasiment, on est arrivé à la démission de Nicolas Hulot. Hein, donc, ah oui, Nicolas Hulot, on en parlait d'ailleurs, il a failli démissionner alors. Et il a failli démissionner parce qu'ils ont, à cause de glyphosate, à cause de la position de la France sur le CETA, le CETA du Canada. Ouais. Et il a rangé son chapeau sur quelques sujets, mais il a eu des garanties sur d'autres, et notamment sur les abeilles. Il a tout le monde connaît sa position. Mais il a eu l'engagement apparemment personnel du président de la République sur l'Entre-deux des Landes qui ne se fera pas. Et il a eu d'autres engagements sur lesquels, donc il est opposé au ministre de l'Agriculture. C'est avec lui qui s'est frité alors. Hein. Exactement, parce que sur le glyphosate, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire, donc il y a la Commission européenne qui a autorisé Monsanto, qui est l'entreprise qui produit du Roundup, notamment à base de glyphosate. Nicolas Hulot faisait partie des ministres, et il y avait une bonne centaine, 140 même députés qui étaient pour carrément interdire le glyphosate et donner 3 ans, maximum 3 ans à l'entreprise pour l'interdire. Le ministre de l'Agriculture, lui, prenait 7 ans, et bien sûr avec une interdiction des grésiers, avec tout ce qui va avec. Sauf que c'était pas d'accord. C'est vrai qu'il y a un risque juridique. Quand moi je suivais un peu le dossier, un risque ultra juridique de comment on attaque l'Union européenne. Et donc du coup il risquait de payer des amendes énormes. Donc voilà, c'est pour ça la Commission européenne n'a pas encore statué pour information. Ils n'ont pas trouvé d'accord entre eux, donc forcément ça repousse le problème pour quelques semaines, et donc du coup ça crée une tension même au sein du gouvernement entre les pros et les contre, Donc, alors autre sujet, dans une période de remaniement avec Castaner qui va être président de la République en marche. D'ailleurs il a délégué général du mouvement En Marche. C'est pas un parti politique. Et il accepte un débat d'ailleurs sur Facebook, c'est vrai ça? Et il y a un débat qui va être organisé samedi, je crois. Soir, apparemment. Ouais. Soir. Moi j'avais entendu parler samedi. Il y a un débat des 4 listes, parce que tu sais, lui il va être nommé délégué général. Et après il propose une liste au vote pour ce qu'on appelle le bureau politique. D'accord. Ceux qui vont l'aider à exécuter les décisions. Donc il y a 4 listes qui s'affrontent, avec ce qui est original, et des députés dans toutes les listes. Donc, d'accord. Donc du coup c'est pas une liste, malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est pas un fonctionnement démocratique tout cela. C'est quand même un peu démocratique, parce qu'ils ont un peu peur aujourd'hui qu'une liste gagne, parce qu'il y a des députés dans toutes les listes, et d'habitude généralement tu vois tous les ténors dans une seule liste, comme ce que faisait le Parti socialiste à son époque
ou l'UMP à sa belle période. Voilà, donc toujours la motion soutenue par le gouvernement et tous les députés et les parlementaires, et les petites motions. Là, c'est pas le cas. D'accord. Alors, Nizar, des nouvelles aussi, parce que c'est important, de ces cas d'élections, recours, qui n'ont toujours pas été statués, hein. Qui n'ont toujours pas statué. Alors, je rappelle qu'il y en a 48, hein. 48 recours déposés qui concernent donc 48 députés, dont Manuel Valls. Il y en a un peu moins. J'ai eu l'information tout à l'heure. Quelques députés s'arrêteront demain. Ah bon? Oui, leur mandat s'arrêtera demain parce qu'il y a une élection partielle qui va être prévue. Donc il y a des députés pour lesquels ça va s'arrêter. Je ne donnerai pas de nom pour pas rester, je laisserai les annoncer. Mais demain à 10h, je connais 2 députés que leur mandat s'arrêtera demain officiellement. Le Conseil constitutionnel aura annoncé tout à l'heure. Attends, Lizard, tu peux pas nous les, t'es obligé de nous les donner maintenant, là. Attends. Non, c'est pas des députés connus. Et vraiment, parce que je sais à qui ils l'ont dit, quelques-uns me l'ont dit, je fais partie du cercle, voilà, de certains, donc je vais pas dire de nom, mais c'est pas des députés connus. Si tu penses à M. Valls, c'est pas le cas. Non. Valls, c'est toujours pas statué? Valls, c'est toujours pas statué parce que le Conseil constitutionnel fait au fur et à mesure. Mais pour les personnes dont je te parlais, donc leur mandat s'arrête demain. C'est ce que je peux dire, c'est La République En Marche. Ah oui, et 2 députés de La République En Marche, d'accord. Oui. Et l'élection prévue janvier. D'accord. Et on peut avoir une petite idée concernant les régions concernées? Je dirais Val d'Oise, et après je te laisse réfléchir. D'accord, très bien, bon, c'est bien. Ah oui, en plus, donc, oui, d'accord. Bon, très bien. Bon, eh bien... Et puis voilà, donc tout ça dans un sentiment un peu de... Il y a des débats internes de La République En Marche. Il faut pas croire, malgré ce qui se dit dans... Moi, je regarde beaucoup la presse, j'imagine toi aussi, et vous aussi, vous faites le débat, c'est un peu le... Oui, c'est un peu, oui. De commenter la politique. On essaie. Il y a un sentiment que je vois dans la presse, comme quoi ce sont des députés godéos. Là, je peux te dire que l'Élysée a très peur de la réaction des parlementaires. Ah oui. Jamais été le cas. Oui, parce que ça, c'est des gens qui réagissent de manière naïve. Ouais. C'est pas des politiciens. Donc forcément, sur des avis, il faut se retrouver. Je donne un exemple. La semaine dernière, une proposition de loi, c'est du jamais vu, une proposition de loi qui est signée avec 11 députés de la République En Marche, avec des gens du Front National. Mais de manière naïve, parce que le sujet les intéressait. Oui, je peux te dire que ça a chauffé hier au Réunion. Le président de Richard Ferrand a rappelé en disant jamais quelqu'un co-signe un truc avec le Front National. D'accord. Voilà. Alors, dernier sujet. Dernier sujet, je peux me permettre, Christophe? Oui. Il y a eu des questions au gouvernement tout à l'heure, je sais pas si tu as suivi, mais je pense pas, parce que les émissions ont déjà débuté, entre 15h et 16h, et il y a eu les députés de Habib Meyer. Oui. Je pense que tu l'apprécies à sa juste valeur, évidemment. Et donc, du coup, il a pris la parole et pour dénoncer un peu ce qu'il appelait les députés islamo-gauchistes, les gauchistes, voilà, qui, pour réagir à soutenir Israël sur le fait de sa décision d'interdire aux députés français. Oui, j'allais venir. Voilà. Et je peux te dire que moi personnellement, et je m'appelle Nizar, donc tu devines vite mes origines scandinaves. Oui. Et la réponse du gouvernement est vraiment très satisfaisante pour ma part, parce que a rappelé à l'ordre, c'est la secrétaire d'État qui a répondu, a rappelé à l'ordre en disant Monsieur Barghouti et Monsieur Salamoui a le droit à une protection tout à fait normale, consulaire, et il doit être défendu comme tout citoyen dans n'importe quel pays. Il nous rappelle à l'ordre en disant on ne va pas s'initier dans les affaires d'Israël, mais quand un concitoyen français, et franchement, pour te dire, d'ailleurs, pendant qu'il posait la question, tous les députés insoumis sont sortis de l'hémicycle. Ah oui, d'accord, pour protester, oui, d'accord. Pendant qu'il posait la question, lui disait c'est un terroriste, et quasiment plein de députés de la République En Marche qui criaient c'est un prisonnier politique. C'est du jamais vu. Donc Habib Meyer, c'est pas fait que des amis, quoi, aujourd'hui, c'est ça? Non, justement, pour te dire, Gilbert Collard qui prend la parole juste derrière, parce qu'il doit poser une question, il dit je suis scandalisé de voir des élus, des députés se moquer de notre collègue Habib Meyer.
te rends compte quand même. Ah oui, non mais là, oui. C'est les extrêmes qui s'attirent, quoi. Voilà, exactement. Et donc je te laisse vraiment la regarder. Et puis il y a eu la prière de rue aussi sur une question sur la prière de rue de la part des élus républicains LR. Ouais. Je peux te dire que la réponse de Gérard Collomb est juste magnifique. Pour moi, c'est juste magnifique. Quelle est-elle? Elle a dit, vous pouvez pas dénoncer les prières de rue tout en privant la communauté musulmane de Clichy-Gagne d'un lieu de culte. C'est simple. Elle a dit c'est ça la vérité. Les paroles. Applaudi pendant 30 secondes d'applaudissements, 30 secondes de tous les députés debout de la République en marche. Et tu peux regarder les images. Bon, eh bien, je pense qu'on en a terminé pour cette semaine en tout cas. Moi, que tu as une petite info exclusive là à nous glisser comme ça au passage, mon cher ami Nizar. Pas pour l'instant. Manuel Valls, attends, on prend des nouvelles quand même de Manuel Valls. C'est ce qui vient en ce moment à l'Assemblée nationale parce qu'il est invité partout dans tous les médias. Est-ce qu'il a le temps de venir au moins? Il y va pas dans toutes les réunions, mais tout ce que je peux te dire que il était absent en réunion de groupe et il a été très gêné hier parce que beaucoup de ministres lui crachent un peu à la gueule en ce moment en disant, en tapant sur le bilan de Hollande. Quand il tape sur son bilan, il baisse la tête et il applaudit pas. Donc, il l'ouvre bien devant les médias, mais ce serait bien qu'il l'ouvre aussi devant les ministres en disant, arrêtez, je fais partie de marger avec vous. C'est pas la peine de me cracher à la gueule, donc voilà. Bon, eh bien merci beaucoup Nizar en tout cas pour ces infos donc toutes fraîches de l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a pas mal de tensions quand même à l'intérieur de ce beau bâtiment. Oui. C'est la période du budget, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci beaucoup Nizar. À bientôt. Salut, merci beaucoup. Voilà. Bon. C'est pas aussi facile que ça au sein de la République en marche. C'est ce qu'il faut retenir, mon cher Ami Nadir, tu vois. Non, mais franchement, c'est pas plus mal d'un côté parce que, en fin de compte, c'est pas des bons petits soldats. Macron a voulu prendre des gens à droite à gauche, et là, il s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est des gens qui sont peut-être pas politiques de naissance, mais ce sont des citoyens comme les autres qui ont des avis divergents et qu'on va pas leur faire gober tout ce qu'il faut absolument mettre en place. C'est des gens qui réfléchissent et qui ont une opinion, et ça, c'est très intéressant. Mais bon, malheureusement, on voit que Macron et son gouvernement sont dans une logique qui est assez ancienne, c'est celle d'imposer des idées, et que la démocratie à ce niveau-là ne s'entend plus ou n'existe plus. Bon, alors, on va faire le point sur la question du jour, mon cher ami Nadir. Tiens, je t'invite à aller regarder un petit peu les résultats pour voir ce que ça donne au niveau de la question que je vous rappelle donc aujourd'hui, à savoir tous les ministres de l'Éducation nationale se sont tous penchés sur leur réforme, la réforme du baccalauréat, puisque Jean-Michel Blanquer lui propose de supprimer les filières L, donc littérature, et S pour scientifique, et de remplacer, d'y ajouter un contrôle continu. On vous demande, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Tout à l'heure, vous étiez plutôt favorable, vous étiez plutôt contre en majorité, aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Qu'est-ce que ça nous donne maintenant, cher Nadir? Alors, du côté de Twitter, on est à 47% pour et 53%. Ah, ça remonte. Ça remonte, ouais. Et du côté de Facebook, alors là, on est à peu près dans les mêmes chiffres que tout à l'heure. On est à 39% contre et 39% pour, et 61% contre. Très bien. Bon, eh bien, on voit que ça évolue. Selon, en tout cas, vos avis sont intéressants. C'est très partagé parce que c'est une question importante que la réforme du baccalauréat. Voilà. Je crois que ce serait pas d'ailleurs pour tout de suite. Ce serait pour 2-3 ans, pour 2021, je crois. Mais en tout cas, il entend se pencher sur le sujet. On a besoin aussi d'éclaircissements. On peut se prononcer tout de même d'ores et déjà, si vous le voulez bien. Bon. Alors, on va passer maintenant au zapping, si vous le voulez bien, avant de s'attaquer à aux petites réformes de Macron concernant les banlieues. Oui. Alors, Manuel Valls, on en parlait il y a quelques instants, mon cher ami Nadir. Manuel Valls, invité de Jean-Jacques Bourdin. Eh bien, à propos d'Edoui Plenel et de Mediapart, il a eu ses propos. Écoutez plutôt. Je veux qu'il recule, je veux qu'il rende gorge, je veux qu'il soit écarté du débat public, non pas par l'interdiction, c'est pas le sujet, qu'il rende gorge, qu'il perde ce combat et cette guerre que nous menons, perdent leur crédit, mais cette guerre d'idées, cette bataille d'idées, c'est celle-là que nous menons. Nous la menons pour la République et je la mène pour les musulmans de France, parce que c'est nous qui les protégeons, c'est pas Monsieur Plenel et ses sbires. Avis aux amateurs, avis à tous les musulmans de France. Là, il faudrait lancer une grosse sirène d'alarme. Manuel Valls est votre nouveau défenseur, amis musulmans de France. Incroyable. El Pancho. Voilà. El Blanco. El Blanco. Alors,
Alors Nadir, ça te convainc là l'ami? Non, mais moi, il est énervé là. Je suis ravi, Aïe, c'est bon, il va soutenir les musulmans. Je sais que tout va changer aujourd'hui, c'est extraordinaire d'avoir à nos côtés Manuel Valls. Non, faut être sérieux. Il est pas crédible. Il a aujourd'hui, il fait partie d'aucun parti. Je pense qu'il fera pas beaucoup de portes aujourd'hui pour intégrer certains partis, notamment le gouvernement. Donc là, de dire et aujourd'hui, c'est le bon ton de s'attaquer à tous ceux qui quelque part défendent les minorités, notamment les musulmans. Donc, vous savez, la fachosphère aujourd'hui, elle a mis en place tout un système qui fait que c'est de bon ton de chasser tous ceux qui soutiennent les musulmans ou les citoyens musulmans ou les citoyens des banlieues dans leur lutte face aux inégalités, aux injustices, aux discriminations. Donc là, ça va dans ce sens-là. Manuel Valls, c'est quelqu'un qui ne propose rien politiquement, c'est une personne qui surfe sur des tendances. Et aujourd'hui, il essaie de se faire entendre parce que il n'existe plus. Incroyable. Mais c'est incroyable, mais à la fois c'est révoltant. Mais bon, malheureusement, on est souvent habitué en France à ces écarts-là médiatiques. C'est des gens qui ne proposent rien, c'est des gens qui sont perpétuellement dans le conflit, dans le fait d'opposer les uns aux autres. Et donc, c'est même pas amusant. Franchement, quand on regarde un petit peu la situation politique et la situation de la France, et notamment celle des quartiers, et de la communauté musulmane qui prend plein de coups et qui va continuer à en prendre parce que malheureusement, elle n'arrive pas à faire face à ce qui se passe. Et ce serait bien qu'elle le fasse aussi parce que ça reste des citoyens avant tout. Mais Valls, c'est pathétique. Mais malheureusement, les médias jouent le jeu parce que ça anime les débats, ça épice un petit peu. Il est invité partout en ce moment. Ouais, bien sûr, c'est souvent comme ça. Alors Abdel, qu'en pense-t-il? Salut Abdel. Qu'en pense-t-il, Christophe? Je suis un peu attristé parce que je t'ai entendu dire sur mes propos hier que j'étais provocateur et maladroit. Alors figure-toi que ce que je te dis, c'est vraiment du sérieux. J'ai pris rendez-vous avec mon avocat pour demain. J'ai un budget de 3 800 € pour porter plainte contre Charlie Hebdo. Et je dis à l'auditeur qui vient d'appeler, au lieu de dire n'importe quoi, il devrait faire la même chose que moi. Et je m'adresse à tous les musulmans de France pour protéger vos parents, parce que tenez-vous bien, moi je ne suis pas un musulman. Je ne pratique pas, mais j'ai de la peine pour mes parents parce que ce que je vois aujourd'hui, ça me fait rappeler ce qui s'est passé il y a 70 ans envers les Juifs en disant ils sont comme ça, et que certaines caricatures ressemblent à ce qu'on voyait sur les murs allemands. Alors, Christophe, oui, Abdel. Moi, je me suis renseigné. Vous parlez d'une condamnation de Dieudonné il y a maintenant. Moi, je te parle d'une condamnation de Grenoble et de Marseille en 2011 que tu retrouves sur Internet, où Dieudonné a été interdit immédiatement de spectacle sur les motifs que je t'ai donnés hier, trouble à l'ordre public. Ça veut dire, quand j'ai appelé mon avocat, il m'a dit c'est recevable. Ça veut dire, écoute. Et tu m'avais promis que tu allais faire appeler un avocat, un juridique pour savoir si c'était possible. J'ai pas eu le temps de me renseigner, mais promis je vais le faire. Hein, mais bon. Voilà. Ça veut dire que si tu écris un livre, si tu montes sur une extrade et tu fais un discours, si tu fais un spectacle, si tu écris un article, et si après cet article, il s'ensuit des bagarres dans la voie publique à cause de ce que tu as dit ou ce que tu as écrit ou ce que tu as dit dans un discours, tu peux être responsable de troubles à l'ordre public. Je ne fais que demander ce que vient de demander Manuel Valls, d'interdire ce que dit l'autre journal dans qui il n'est pas content, et je ne fais que demander ce que la communauté juive a demandé à Dieudonné, c'est tout. Bon. Alors attends, encore une chose. Malgré que Dieudonné, le trouble public n'a pas été avéré. On parle de Charlie Hebdo comme quoi ils sont morts, mais on parle que de eux, mais on parle pas des 2 policiers qui sont morts, on parle pas du chef d'entreprise qui a été séquestré, comme je te l'ai dit hier, et toute la France qui a été mobilisée, et moi, aujourd'hui, qui me sens mal dans ce pays, on est vraiment dans le cadre de troubles à l'ordre public. Et s'il vous plaît, s'il y a un avocat qui m'entend, qui appelle, et parce que moi, mon avocat m'a dit que c'était recevable. Alors on en appelle comme moi. Abdel, on en appelle à l'avocate du Grand Forum, alias Besma Maghrebi, maître Maghrebi Mansouri. Si elle nous écoute, je sais pas si elle peut nous envoyer un petit message là comme ça pour nous renseigner. En tout cas, je lui en ferai part. Donc, je pensais que c'est vraiment un petit peu de la provocation, Abdel, que tu nous faisais, mais bon, là, t'as l'air sérieux. Je suis mal à l'aise dans ce pays parce qu'il y a un journal. On a dépassé la caricature. On est aujourd'hui dans un journal. Ce qui fait aujourd'hui peut engendrer encore une fois des troubles à l'ordre public, des morts ou de la bagarre. Merci Abdel. C'est eux qui provoquent ça. Bon tiens-nous au courant en tout cas. Hein. Merci beaucoup Abdel. Salut à toi. Nadir, ça te paraît sérieux?
S'il le dit, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Charlie Hebdo bénéficie d'un statut particulier par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que tous ceux qui vont vouloir s'attaquer à eux, s'ils le font, bravo, déjà dans un premier temps, mais il va falloir avoir le retour du bâton, parce qu'ils sont intouchables, sous prétexte de la liberté d'expression. Je pense qu'il y a déjà eu des associations qui ont essayé. Faudra que je vois un petit peu la chose, mais j'avais entendu dire qu'il y avait des associations qui souhaitaient porter plainte déjà à l'époque. Donc je pense pas que ça va aboutir, parce qu'aujourd'hui, de par leur statut, et puis médiatiquement, voilà, ils sont mis en avant. C'est des gens qu'on n'entend pas, on n'entend rien d'eux, juste au jour où ils sortent une critique ou une caricature sur ce qui va bien, c'est-à-dire les musulmans et en l'occurrence sur Tariq Ramadan. Donc ça fait le bonheur des politiques et des médias. Donc d'un point de vue juridique, il faut voir effectivement s'il y a moyen de faire quelque chose, mais franchement, j'y crois pas trop. Bon, allez, suite de ce zapping avec un président français, Emmanuel Macron, s'énerve contre les contrats aidés. C'était hier, écoutez. Qui veut un contrat aidé? Que ceux qui les défendent les prennent. Ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas un contrat d'1 an où on tremble à la fin de chaque année pour savoir si on nous le redonnera, où il n'y a pas de qualification à la fin du contrat aidé, enfin, et que tous ceux qui la main sur le cœur, se font les grands défenseurs des quartiers les plus en difficulté, viennent m'expliquer que les contrats aidés, c'est la solution dont on a toujours rêvé. Mais qu'ils les prennent, les contrats aidés, ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Voilà, très énervé l'ami Macron, hier. Ouais, il a l'air sincère dans ce qu'il dit, mais le problème c'est que quand on veut s'attarder sur les problématiques qui sont liées au quartier populaire et tout ce qu'on subit depuis des années, il faut prendre le temps. Donc je veux bien croire qu'il est pressé sur certains sujets, mais là c'est pas des sujets qui sont légers, c'est du sérieux. Il y a des gens qui se sentent pas bien dans leur peau, on l'entend à travers certains auditeurs. Il y a des gens qui se reconnaissent pas dans cette France, notamment dans les valeurs et dans ce qu'on nous impose au quotidien d'un point de vue médiatique et politique. Donc je pense c'est dommage parce qu'il prend pas sérieusement le dossier. Et si on veut parler des quartiers, il faut revenir sur l'histoire des quartiers et le fait qu'on arrive aujourd'hui à une situation pratiquement impossible à résoudre, parce que déjà Chirac en son temps parlait de fracture sociale. Je rappelle que Monsieur Valls en 2015 lui parlait d'un apartheid social, territorial et ethnique. Donc déjà reconnaître ça politiquement, c'est gros. C'est gros, mais c'est quand même passé. Donc ça veut dire que c'est pas du fait des citoyens des quartiers populaires, c'est du fait des hommes politiques, des institutions et de toute cette mascarade qui existe depuis longtemps à l'encontre des citoyens issus de l'immigration en particulier, issus des quartiers populaires. Donc si on veut vraiment traiter le problème dans sa globalité, il faut aborder tous les sujets et même ceux qui fâchent. On va reparler dans un instant d'ailleurs de ces réformes proposées par Emmanuel Macron dans un instant. Pour l'heure, on va terminer ce zapping avec un Rabat Madjer, vous connaissez, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, très énervé contre un journaliste. Ça s'est passé lors d'une conférence de presse, un journaliste de la chaîne 3 qui est connu d'ailleurs, qui s'appelle Marmar Djebbour. Écoutez la colère du sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Moi je vais vous répondre, monsieur Djebbour, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale et je vous le dis devant tout le monde. Écoutez les gars, si j'ai du respect pour vous, moi je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. Prenez votre retraite, laissez la place aux jeunes. Laissez la place aux jeunes. Allez-y les gars. Allez-y s'il vous plaît les gars. S'il vous plaît. Allez-y. Voilà, Rabat Madjer très énervé après Marmar Djebbour, donc journaliste de la chaîne 3. C'est l'Algérie, hein. Bon, ça reste mon pays, mais c'est compliqué, les Algériens, c'est très compliqué. Et là aussi, comme pour les Français issus des quartiers populaires ou les Français de façon générale, il faut savoir se remettre en question. Et tant il y avait une citation qui était intéressante tout à l'heure, c'est dommage, je peux pas revenir là, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais l'Algérie c'est compliqué, critiquer l'Algérie ou l'équipe d'Algérie comme n'importe quel citoyen, c'est normalement normal. Et là, je pense que Madjer a loupé le coche, n'accepte pas la critique. C'est dommage pour une personne comme lui, quoi. Dans un instant, on fait le point évidemment sur cette question que je vous rappelle aujourd'hui. Tous les ministres de l'Éducation nationale sont tous frottés à une réforme du baccalauréat et Jean-Michel Blanquer y va de sa petite proposition et pas des moindres, suppression de la filière S et L, littérature et scientifique, et puis l'instauration de contrôle continu. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Vous pouvez continuer de voter évidemment sur Facebook France Maghreb 2, sur la page France Maghreb 2, ainsi que sur le Twitter LGF officiel. D'ailleurs, vous avez mis la vidéo de Valls quand il parle des Plein. D'ailleurs, il faut écouter, mais il faut aussi voir les images. Sur la page Facebook France Maghreb 2, allez-y pour voir cette vidéo absolument. Il transpire la haine lorsqu'il parle de Louis Plenel et donc veut être le défenseur des musulmans. Alors là, on aura tout entendu quand même. Dans un instant, on s'attaque à Macron et à
ces réformes et on s'attaquera aussi au chanteur Khaled parce qu'il a dit des choses quand même à la télévision égyptienne, ça a de quoi interpeller. À tout de suite. Merci d'être avec nous avec Nadir Kaya aujourd'hui pour nous accompagner sur France Maghreb 2 avec cette question du jour que nous posons aujourd'hui par rapport aux réformes du baccalauréat et aux propositions du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui propose donc de supprimer les filières L et S, littérature et scientifique, et surtout d'imposer d'instaurer un contrôle continu tout au long de l'année plutôt que une épreuve en fin d'année, plutôt plusieurs épreuves en fin d'année. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Eh bien, on peut s'apercevoir que sur Twitter, ça ne bouge pas des masses, puisque vous êtes toujours, quoique ça a un peu évolué depuis le début de l'émission. 47 contre. 47 pardon, et 53 donc qui est contre cette proposition de Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce que ça donne du côté de Facebook, cher ami Nadir? Alors, sur Facebook, ça n'a pas trop changé. Ouais. On est toujours 39 pour et 61 contre. Donc là, ça change pas trop. Mais bon, majoritairement, les gens sont contre cette réforme. Voilà. Bon, eh bien, vous continuez en tout cas à voter, que ce soit sur la page Facebook France Maghreb 2 ou sur, bien entendu, le Twitter LGF officiel. On en parlait tout à l'heure et je souhaitais vous le faire réécouter parce que c'est un grand moment de télé qui a eu lieu lundi soir sur LCI. David Pujadas, dans son émission 24 à Pujadas, invitait plusieurs personnalités pour parler de l'islam et a invité un humoriste, quelqu'un qui est assez connu, Yacine Bellatar. Je propose d'écouter l'entretien qui a duré à peu près 5-6 minutes, qui était assez violent. C'était un échange assez musclé entre David Pujadas et Bellatar, et également un journaliste de Atlantico. Figure et visage connu de l'humour français. C'est difficile de dire ça après l'imam Chalgoumi, mais c'est vrai que je fais de l'humour. Pourquoi dites-vous ça? On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'en fait, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Merci déjà pour l'invitation, mais je pense que le 13 novembre, a-t-on vraiment tiré les leçons? Est-ce que vous comprenez que les leçons, c'est pas l'immigration, c'est pas la banlieue, c'est de la francophonie? Les terroristes sont belges. Est-ce que vous allez inviter tous les Belges? Est-ce que ça remet en question Tintin? Je veux dire, là, je suis outré par ce que j'entends. C'est pas... Attendez, vous pensez que le contexte social, le contexte religieux n'ont aucune importance, par exemple? Non, mais, que vous le vouliez ou non, il y a des musulmans en France. C'est incroyable. Mais il s'avère que la plupart vivent bien le fait d'être français et musulmans. Il s'avère que ceux qui se font remarquer le font de manière sordide et extraordinaire. De là à jeter l'opprobre sur des millions de musulmans, c'est là que nous, humoristes, on vient pour caricaturer une caricature déjà très grande. L'imam Chalgoumi, je suis désolé, vous avez écrit un livre avec lui, je suis même pas sûr qu'il ait écrit. Mais aujourd'hui, je peux témoigner qu'il a... C'était un aujourd'hui, est-ce que l'imam Chalgoumi est français? Pardon? Est-ce que l'imam Chalgoumi est français? Non. Est-ce que les imams, est-ce que les gens que vous invitez sur votre plateau... est franco-tunisien. Mais c'est très bien, mais moi je vous parle de français. Quelque chose de non négociable. C'est quoi être français? Enfin, ça fait 10 ans qu'il vit en France, non, 15 mais ans. Très bien, moi mon père, ça fait 40 ans qu'il est en France. Est-ce qu'il est autant français que moi? Non. Moi je vous parle de la France, celle de Charles Trenet, la douce France, de grandir en France, d'être né en France, de pleurer quand on perd une Coupe du Monde, d'être touché dans sa chair. Quand le Bataclan est arrivé, nous avons été touchés dans notre chair, nous Français. Vous nous enlevez ce deuil comme si on était complices. Moi, je vous appelle pas quand un journaliste fait une mauvaise chronique pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Attendez. Alors, non, mais mettons les choses à plat. Qui, sur ce plateau, a fait l'amalgame, d'après vous, entre les musulmans et les attentats? Mais vous vous rendez compte qu'il est 19h30, que des millions de Français sont devant leur télé, et qu'on vient de faire un lien entre les migrants et l'islamisme. Mais c'est pas entre l'immigration et l'islamisme. Mais c'est très grave. Et vous pensez qu'on a... Mais vous croyez vraiment que les Syriens... Ça peut pas être une analyse? Mais non, mais c'est pas une analyse à partir du moment où elle est erronée. Est-ce que vous croyez que des gens qui sont à Calais, qui sont remplis de boue, à qui on casse la gueule et qui veulent aller en Angleterre, en ont quelque chose à faire du Bataclan? En même temps, Yacine Bellatar, des gens ont été troublés de voir qu'une partie des terroristes du 13 novembre était passée par la Grèce et par les centres Mais je vous dis que moi, je suis à Molenbeek. Les frères Abdeslam, ils viennent de Molenbeek. Pas tous, bien sûr, mais il y en a aussi. Abaoud vient de Molenbeek. Les meneurs, les leaders de cette atrocité ont un problème avec ce qu'on appelle leur pays. Aujourd'hui, c'est très facile de dire ils sont franco quelque chose. Quand on va voir un médecin, le médecin le plus compétent vous dit quand vous avez le sida, je peux pas vous soigner.
On n'est pas en train de soigner un petit malaise. Ça fait 30 ans qu'on explique que les Français veulent à un moment être reconnus comme tels. Est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un lien qui est fait? Oui, par une espèce de Premier ministre sordide qui s'appelle Manuel Valls, que vous recevez. Il y a 577 députés, c'est le seul que vous recevez. Les 576 autres, ils ont quelque chose à dire. Non, mais laissez-moi. Attendez, on peut être en désaccord, sans être désobligeant. Il a une analyse. Mais quelle analyse? Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Balance ton porc. C'est quand même fou. Est-ce qu'un pervers a une origine? Est-ce que Weinstein, est-ce que Ramadan ont une origine ou une religion? Non, c'est juste des pervers. Depuis une quinzaine de jours, on nous explique que Tariq Ramadan serait plus pervers que les autres et que c'est lié à l'islam. Non, c'est pas lié à l'islam, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, il y a des hommes, une certaine catégorie, mais excusez-moi, on peut pas tout islamiser. Quand vous parlez, a-t-on vraiment tiré les leçons? Ça fait maintenant 2 ans que sur vos plateaux télé, vous, David Pujadas comme d'autres, vous donnez la parole à des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ce que j'ai aimé avec votre sujet sur Chalgoumi, c'est que vous n'avez pas fait un plan large. Parce que, excusez-moi, j'ai une petite formation de journaliste. Le plan large, il aurait montré quoi? Ils étaient 24. Ils étaient quelques dizaines, on l'a dit. Ils étaient 2 dizaines. C'est pas la peine de dire. Oui, c'est ce qu'on appelle un échec. C'est-à-dire que je pense pour un rassemblement de foot en salle, il y a plus de monde. Voilà, alors c'est un extrait, je vais pas diffuser l'intégralité, je vous invite d'ailleurs à aller voir le reste sur la page Facebook France Maghreb 2, et ça a duré comme ça pendant plusieurs minutes, Nadir, cet échange avec David Pujadas, et pour le coup Yacine Bellatar, voilà, cherchez son nom, qui était pour le coup très saignant pour le coup, hein. C'est magnifique pour des gens comme nous, c'est-à-dire pour tous ces Français qui se sentent pas bien depuis des années par rapport à ce qu'on nous impose dans les médias et par rapport au discours que les politiques véhiculent depuis des années. Le moment, il est juste magnifique. Pujadas, il peut pas trop intervenir parce qu'il sait que c'est une vérité et que il peut pas le dire comme ça. Il essaie de rebondir avec 2-3 petits trucs mais qui servent à rien parce que c'est une réalité. On voit que Yacine Bellatar, il est touché parce que comme n'importe lequel d'entre nous, on a tous été touchés par ce qui s'est passé, notamment les attentats. Ce qui nous désole aujourd'hui, c'est cette façon de nous mettre à chaque fois en avant et en donnant cette impression de suspicion. Maintenant, c'est généralisé dans les médias et les médias font le buzz avec ça. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils appelaient la 5e colonne ou la 6e colonne, l'ennemi de l'intérieur, c'est nous, qu'on le veuille ou non, c'est nous. C'est le cas dans les médias. Donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on peut pas rattraper ça parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites depuis 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Il est de bon ton de taper sur les musulmans parce que ce sont des citoyens, pour la plupart d'entre eux, qui ne sont pas organisés. Structurellement, c'est une communauté comme on essaie de le faire croire, mais qui n'est pas communautaire dans le sens où on l'entend. C'est un ensemble d'individus, mais qui ne pensent pas tous la même chose, mais on essaie de faire croire le contraire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de ne pas être structuré et de pas comprendre, de prendre certaines choses à la légère, font qu'aujourd'hui, on est le bouc émissaire de tous ces gens qui ne sont pas capables de régler les problèmes de la France. Donc ça sera toujours. Donc ce qu'il a fait, c'est super. Il l'a dit avec ses mots, il a évoqué pas mal de choses. Je pense que c'est assez vrai. Maintenant, il faudrait qu'on ait un peu plus souvent ce discours-là pour peut-être éventuellement faire inverser les tendances dans les médias. Mais bon, j'y crois pas trop. Bon, en tout cas, voilà, je voulais vous faire écouter ça. Et donc vous pouvez aller voir sur la page Facebook parce qu'on vous a mis l'intégralité de la vidéo et de l'entretien donc entre Yacine Bellatar et David Pujadas. Ça s'est passé lundi soir sur LCI. Je crois que depuis d'ailleurs Yacine Bellatar reçoit beaucoup d'insultes de la fachosphère sur les réseaux sociaux. Alors on va parler maintenant, si vous voulez bien, donc d'Emmanuel Macron. Et la réponse d'Emmanuel Macron, plus précisément, aux banlieues, le chef de l'État donc qui présentait hier matin à Tourcoing un plan de mobilisation générale au terme d'un déplacement sur 2 jours qui a mené à Clichy-sous-Bois et dans les Hauts-de-France. Plan qui sera présenté d'ici le mois de février avec un accent mis plus particulièrement sur une dizaine de quartiers en difficulté, accusés par les élus et les associations d'avoir délaissé ce dossier de la politique de la ville depuis son arrivée au pouvoir. Le président a donc dévoilé une série de mesures et en a profité pour répondre aux critiques sur ses choix économiques, insuffler du social dans sa politique libérale. Emmanuel Macron veut prouver qu'il n'a pas oublié les plus pauvres. Écoutez. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Je sais simplement que quand il n'y a pas une économie qui tire tout le pays en avant, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, quand il n'y a pas des gens qui réinvestissent dans l'économie, les quartiers les plus en difficulté se portent pas bien. Alors, c'est pour mieux mettre en avant en tout cas d'autres solutions, celle des emplois francs par exemple, un coup de pouce pour les entreprises qui font travailler les habitants issus des quartiers. Au cœur de son discours également le retour des services publics, une façon de lutter contre la radicalisation religieuse. Ça, c'est ce qu'il a aussi rappelé hier. Quand la République est fragilisée, quand les plus jeunes ou les moins jeunes se tournent vers des idéologies mortifères, ils le font pourquoi ? Parce que d'autres ont su les faire rêver de manière folle.
Et puis, ce que les chefs d'État aussi appellent son plan de mobilisation, en général, pour les quartiers, ce n'est pas un virage, assure-t-il. Sous-entendu, ce n'est pas un virage social, répliquant ainsi à ceux qui lui reprochent de se préoccuper enfin des quartiers difficiles. Ce plan de mobilisation générale donc annoncé par Emmanuel Macron, on en connaît donc les grandes lignes mises en place donc d'une police de proximité du quotidien, lutte contre les discriminations aussi au sein donc des entreprises, ou bien encore création d'emplois francs. Rien de neuf pour l'opposition, c'est ce que souligne notamment le député socialiste Olivier Faure et également les élus de droite. Nadir, peut-on faire du réchauffé avec du vieux, quoi? Peut-on faire du neuf avec du réchauffé plutôt? Apparemment lui il le croit, parce que c'est en partie c'est ce qu'il a déclaré hier. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est navrant parce qu'il y a eu urgence dans la maison. Donc d'aller aussi vite en 2 jours, de faire le tour de 3 petits quartiers, de dire voilà oui, je vois les habitants des quartiers, ils me comprennent, je vais leur répondre par rapport aux problématiques qui persistent avec ces petites mesures. Non, c'est pas sérieux. La police de proximité, comme il l'entend. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on va mettre au cœur de certains quartiers dits hyper difficiles des petits îlotiers, nouvelle version, qui vont voir les trafiquants en leur disant bon écoutez, on est là aujourd'hui, il va falloir arrêter votre trafic. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La police de proximité, c'est celle qui allait jouer à l'époque au foot avec les jeunes de quartier, c'est possible ça ou pas? Celle-là, moi j'ai un bon souvenir parce qu'à l'époque quand j'étais un peu plus jeune, ils avaient été engueulés par Sarkozy à Toulouse, vous vous rappelez, non? On jouait effectivement au foot avec eux, mais on avait un respect pour eux. Ouais. Et ça s'est perdu avec le temps. Donc je crois pas qu'avec les 30 ans. C'est à cause de qui? Principalement les politiques, ceux qui prennent des décisions politiques. Ouais. Une part de responsabilité aux citoyens, comme je vous l'ai dit, dans quelles que soient les problématiques, on a tous une part de responsabilité avec des degrés différents. Ouais. Mais là, par rapport à ce qui se passe dans les quartiers et la situation telle qu'elle est aujourd'hui, notamment par rapport aux injustices ou aux discriminations, là, il évoquait les discriminations à l'embauche. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de dire oui, il va falloir forcer des gens ou des sociétés, alors en leur disant écoutez, soyez sympa, on vous donne 1500 €, embauchez un petit arabe ou un petit noir et puis ça passera. Mais vous en arrivez, c'est un truc de dingue en 2017. Sauf que les conditions ont été quand même assouplies par rapport à ce qui se faisait. Peu importe, j'ai l'impression qu'il y a de la discrimination positive qui est proposée. Donc non, aujourd'hui, il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Il y a du racisme, il y a des discriminations, et il faut s'attaquer à ces vrais problèmes. Pourquoi aujourd'hui on arrive à distinguer les Français les uns et les autres par rapport à leur situation sociale, leur ethnie, soi-disant, leur couleur, leur religion? C'est parce que l'État l'a entretenu. Ouais. Alors ceci étant, ça me laisse l'occasion aussi de faire un point parce que vous savez qu'on vous parle depuis un certain nombre de semaines maintenant de l'affaire Yacine, ce jeune homme retrouvé mort, enfin jeune homme âgé de 24 ans, 1m94, 101 kg, quand même une belle bête comme on dit, retrouvé mort dans sa cave de son bâtiment à Aulnay-sous-Bois le 14 septembre dernier. La famille qui s'est mobilisée et qui a exigé, demandé vérité, ça a peiné à venir. Jusqu'à hier soir, où effectivement lundi plutôt, ils ont décidé de faire un coup de force et donc de rester, de camper devant le tribunal de Bobigny. Ils se sont fait d'ailleurs expulser dans la nuit, ils sont revenus hier. Et puis on a appris, après d'ailleurs que j'ai été les rencontrer hier soir, on s'est d'ailleurs retrouvés sur le parking du tribunal puisqu'ils avaient été expulsés devant le tribunal. Et on a appris donc hier soir que le juge avait transmis le 2e rapport d'autopsie qu'il avait sur son bureau, Information France Maghreb 2, depuis vendredi. Voilà. Donc il a mis 4 jours et demi pour transmettre le dossier, le rapport d'autopsie, le 2e rapport à l'avocat de la famille. Et a priori, d'après nos informations toujours exclusives, c'est le fruit de la mobilisation et d'avoir fait beaucoup de tatamar autour du tribunal qui a fait que le juge, ils ont un peu paniqué pour le coup. Les gens qui travaillaient à l'intérieur se demandaient ce qui se passait. Il y en a même qui ont cru. Je peux vous le dire, il y en a même qui ont cru à un attentat, tellement il y avait les sirènes qui retentissaient aux alentours du tribunal. Du coup, le juge a décidé donc de transmettre le rapport donc d'autopsie à la famille hier soir. Et le plus intéressant aussi dans cette histoire, c'est que ça a été requalifié en homicide volontaire. Donc on ne parle plus d'overdose de drogue. Donc Yacine n'est plus mort d'overdose à ce stade, il est mort d'un homicide volontaire. La question que l'on pose aujourd'hui, qui reste à connaître, c'est de savoir si le dossier a été transmis à la brigade anticriminelle, qui doit donc se saisir de l'affaire, et les 2 rapports d'autopsie seront publiés demain, publiquement, par l'avocat de la famille, et si effectivement ils arrivent à répondre à cette question, à savoir si le dossier a bien été transmis à la bonne brigade, eh bien là, ils pourront partir enterrer Yacine,
qui est mort, donc qui réside donc à l'Institut médico-légal depuis 2 mois maintenant. On imagine évidemment que le corps en a quand même pris un coup. Eh bien, ils pourront aller ensuite l'enterrer au Rahmo, et bien sûr avec la famille et beaucoup de gens qui les attendent là-bas à Sfax en Tunisie. Voilà pour ce qui est des dernières nouvelles que je souhaitais vous communiquer. Donc après ces nouvelles, évidemment, la famille a décidé de stopper les mobilisations devant le tribunal parce que effectivement ils ont obtenu ce fameux rapport d'autopsie et ils ont donc obtenu aussi la requalification de cette affaire. Affaire à suivre, j'ai envie de dire, parce que le combat continue, comme dit Bilal. On reste vaillant. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui parlent un peu l'arabe pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi ? Sur une chaîne de télévision égyptienne, vous connaissez le chanteur Khaled, eh bien, il a comparé les présidents algériens et égyptiens à des messies. Il a dit: je remercie Dieu de nous avoir envoyé des hommes de la stature des présidents El-Sisi et Bouteflika. Ces gens-là ont été envoyés pour faire régner la paix, a-t-il dit. Oui, je vous jure, ça ne s'invente pas. Le mieux, c'est encore de l'écouter, Khaled, à la télé égyptienne. الجزائر كما يعني والان الحمد لله ليش نقول الحمد لله لاننا ربي سبحانه وتعالى بعث لنا رجاله طبعا بعث لنا رجاله كما سيادة الرئيس فخامة الرئيس فتح السيسي احنا كذلك في الجزائر السيد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طبعا يعني هاد الناس اللي ربي سبحانه بعثهم لنا اللي جابونا السلام جابونا يعني والمجد للشهداء في مصر وفي الجزائر اللي بفضلهم احنا قاعدين النهارده ما ننساهمش. شوف الحبيب ما ننساوش كذلك ما ننساوش يا ناس ما ننساوش هاد الناس الشهداء اللي حطوا دمهم اليوم رانا فرحانين ورانا نضحكوا طبعا بس بفضلهم احنا قاعدين بفضلهم صحيح بفضلهم كان لازم باش نقول لك باش الواحد الله غالب لازم نقول هذه الكلمه يعني باش يقول لك باش واحد يعيش بالسلامه لازم فيها تضحيه. صحيح اوكي صحيح. الضحايا دفعنا الثمن. الدم غالي قوي يا سي خالد ها كلنا سواء مصريين ما نقول على الجزائر ولا على مصر. طبعا دفعنا صحيح. عاوزين بقى نعيش في سلام عاوزين نرتاح بقى. الله يخليك. انا تاني لازم تستحمل ده الشيء اذا كنت راعي شوف كما قلت انا فخامة الرئيس وكلش لازم تفهم بلي هاد الناس كذلك هما تاني ضاغطين عليهم ناس واحد اخرين يغمض عيني يقول عندي بلادي عندي الشعب لازم انا رئيس لازم نغمض عيني ماشي غير واحد يقول لي كلمه روح نعمل روح نعمل حرب ونعمل كذا لا. Voilà Khaled, alors je sais pas si t'as tout compris Nadir. En partie. Bon après, franchement, c'est une catastrophe. Bon, il est en Égypte, je crois. Il donne son interview à un média égyptien, donc on peut comprendre qu'il vante un peu et qui fait les louanges de Sisi. C'est une catastrophe. Sisi, c'est pas bon. On sait qui il est. Aucune comparaison avec Bouteflika. Par contre, on peut faire des comparaisons par rapport à la situation des pays, c'est-à-dire la difficulté de la population, certes, mais c'est pas du tout comparable. Sisi, c'est un dictateur. C'est un gars qui a pris le pouvoir avec l'appui de certains pays, qui aujourd'hui s'est racheté une virginité et puis est considéré comme un homme bien, un bon faiseur. Bon, ça, faut voir avec les Égyptiens. Pour les Algériens, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Bouteflika, moi, je suis un partisan de Bouteflika, même si je pense qu'aujourd'hui, on doit passer à autre chose, mais c'est très difficile au vu de la situation en Algérie, quand on connaît un peu la situation, pour avoir une personne avec cette stature, notamment celle de Bouteflika. Bon, voilà, pour en tout cas Khaled qui compare les deux présidents à un messie, et donc voilà, remercie Dieu pour avoir ces deux hommes pour faire régner la paix. Bien sûr qu'effectivement s'il est sincère dans sa démarche, il verra ça avec Dieu. Après, bon, si c'est calculé, il le verra également avec Dieu. Allez, c'est parti pour le coup de cœur de Nadir Kaya qui va nous emmener, pas si loin que ça, le 31 décembre. Coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 31 décembre, mon cher ami Nadir? Bon, comme tu le sais très bien, je suis le président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Ouais. Une association assez motivée, comme il en existe beaucoup en France, heureusement. Donc cette année, on a eu la bonne surprise d'être invité avec la mairie de Montreuil à participer à une soirée caritative pour des personnes en grande précarité, notamment 800 personnes qui vont être invitées à la mairie de Montreuil le 31 décembre à partir de 20h pour festoyer avec un repas, avec des animations, tout un ensemble de... C'est gratuit ? C'est pour les 800 personnes, c'est des personnes qui sont répertoriées dans la Croix-Rouge, Restaurant du Cœur, aux différentes associations qui militent pour aider les gens en grande difficulté. D'accord. Et sachant que nous on a un pôle aussi Maro, donc on nous a demandé de soutenir cette action et d'y participer par rapport à l'organisation et surtout par rapport à la soirée en elle-même. Qui finance ?
C'est la mairie de Montreuil. C'est la mairie de Montreuil qui assure tout. C'est la 10e année cette année, donc c'est le 10e anniversaire de cette soirée-là. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même pour cet événement-là, d'inviter 800 personnes en grande difficulté, de les inviter à manger, à festoyer, à recevoir des cadeaux, à avoir pas mal d'animations parce qu'il y aura des femmes, des enfants et des familles. Ouais. Et donc Banlieue Plus y participe et puis on invite toutes les personnes qui souhaitent être bénévoles à cette soirée à appeler le 06 26 47 92 81. Alors on peut y aller doucement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en voiture en ce moment, on a dit. Je vais faire un 06 26 47 92 81. Voilà, ce sera pour avoir des bénévoles pour l'accueil, le vestiaire, les services, artistes, la photographie et les animations, parce qu'il va y avoir pas mal d'animations. Super. Et donc la mairie de Montreuil, franchement, là-dessus a fait quelque chose de super avec les différentes associations qui vont être là également pour 800 personnes en grande précarité. Et lors d'une soirée, auront une attention vraiment particulière et à la hauteur de l'événement. Voilà. Merci beaucoup Nadir. Et on compte évidemment sur vous, chers amis auditeurs, auditrices, pour ce 31 décembre, vous n'avez rien de prévu, vous avez envie en plus de... Si vous voulez aider, être bénévole, vous serez le bienvenu. N'hésitez pas donc à joindre ce numéro. On le répète peut-être une dernière fois. 06 26 47 92 81. Voilà, vous n'hésitez pas si vous voulez donc aider, passer une bonne soirée et faire un bon geste pour ceux qui n'ont pas les moyens, n'ont pas les nécessités en tout cas de pouvoir aller festoyer. Et dans un instant, mesdames, messieurs, la parole est à vous au 01 40 33 9000 dans le cadre de Libertad. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, en tout cas vous allez nous appeler au 01 40 33 9000 pour prendre la parole. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est parti pour Libertad, pour terminer cette émission comme chaque jour avec grand plaisir. J'aime beaucoup ce moment, mon cher ami Nadir, pardon. Libertad, 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez le faire en toute liberté. France Maghreb 2, bonsoir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allô? Alors, par là. Allô? 01 40 33 9000. Qu'est-ce qui se passe dans mon téléphone? Bon, allez, on va tenter de régler ça tout de suite. Voilà, 01 40 33 9000. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un? France Maghreb 2, bonsoir. Oui, allô, bonsoir voilà. Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom? Nasser de Bondy. Salut Nasser de Bondy, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un peu, parce que là, je m'inquiète un peu, là, de mon frère Malek Bouti, on le voit plus sur la scène politique, ni dans les médias. Il a disparu. Il a passé son temps dans les médias à défoncer l'islam. Il va revenir. Et durant son mandat, il doit me rembourser normalement, parce qu'il a rien foutu à part dénoncer, les islamiques et compagnie. Donc lui et la bande d'Avens, j'espère qu'ils vont me rembourser parce que c'est une grosse arnaque. Merci pour l'appel, Nasser. Avis de recherche, donc pour Malek Bouti, c'est ça. Merci beaucoup Nasser. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est vrai qu'on le voit plus à la télé, Malek Bouti. Ouais, mais faut se méfier, les médias peuvent réapparaître aussi vite qu'ils disparaissent. Ils sont friands de ces individus-là. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, Valls, on en bouffe. Ouf. On en bouffe tous les jours du Valls. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom et votre ville d'appel, cher monsieur. Karim de Courbevoie. Salut Karim de Courbevoie, on t'écoute Karim. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc là j'ai appelé parce qu'en ce moment là je vois dans les médias c'est vraiment l'islam qui est mis au pan de la société. Ouais. Donc là je voulais interdire. Merci Karim. Voilà, il a pas eu le temps de finir. Oh, il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel, effectivement. Je pense que c'est. On ressent tous la même chose, mais il s'écoutait à la radio en plus, c'est formidable. 01 40 33 9000. Mesdames, mesdemoiselles, aussi prenez la parole parce que vous avez des choses à dire et tout aussi intéressantes, voire même plus d'ailleurs. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir. Oui, bonsoir Charlie. Bonsoir. Salut Ali. Oui, ça va? Oui, ça va avec cette voix d'homme, Ali. Comment ça va? Ça va, merci. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Non, juste pour vous dire bravo à toi et tous ceux qui sont mobilisés pour Yacine. Oui. Et courage pour la famille encore. Parce que j'ai vu une maman qui était vraiment effondrée. Franchement, hier soir, j'ai vu et ça, c'est bouleversant. Vous savez, je vais dire une chose, peut-être que il n'y a pas pire, vous savez, il n'y a pas pire que de voir des parents enterrer leur enfant. Ouais, c'est clair. On le souhaite à personne, ouais. On le souhaite à personne. Tout à fait. On a toujours dit, on a laissé, si vous voulez, la commission à nos enfants qui nous enterrent eux-mêmes. Ouais. Et je vais passer à autre chose. Oui, allez, vite. Vite fait, merci de m'avoir foutu ma soirée en l'air en passant chez après. Parce que sincèrement, si les gens qui ont apporté la paix en Algérie, ce sont les 200 000 morts. C'est même pas Bouteflika.
Et si les gens qui soutiennent Bouteflika, ils ont intérêt à aller faire un tour, surtout à mon quartier, Beblouet, et voir ce que la jeunesse fait exactement. Je suis en colère un petit peu de ce que vient de dire Khaled. Merci Ali, merci à toi. Bye bye. Ah bye bye, bien, bonne soirée en tout cas. Faut pas non plus s'en faire, hein. Khaled, voilà, on a l'habitude de ces sorties. 01 40 33 9000, Libertad, mesdames, messieurs. Allez, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel, cher monsieur. Saint-Denis. Saint-Denis, c'est qui le prénom? Nadir. C'est moi Nadir. Non, il y en a un autre. Ouais, J'en connais un, Saint-Denis. Ouais. Ah, t'en connais un? Dandoun. Ah non, lui c'est l'île Saint-Denis. Oui, voilà. Nadir, on Saint-Denis, t'écoute. Saint-Denis. On t'écoute, Nadir, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi c'était juste pour appeler là, pour les GG, là, Zora Habitant là. Oh là là. Ouais. Hey, non mais elle est affreuse quoi. Mais C'est ils aiment affreux. bien, mais c'est des super profils pour eux. C'est des super profils. Hein? C'est des super profils parce qu'elle va dire ce qu'on peut dire nous sur les quartiers, sur l'islam, hein. Il faut être aussi autocritique, mais elle va se limiter à ça. Mais pourquoi vous écoutez les gars? Bah, je comprends pas, vous aimez bien vous faire du mal ou quoi? Non, mais bon, voilà, j'écoutais juste comme ça pour voir, mais elle est affreuse quoi. C'est tous les jours, elle casse du sucre quoi, mais tous les jours. En plus avec les islamophobes des GG là, donc c'est que ça quoi, c'est tous les jours sur l'islam. Elle remplace Mohamed Chirani, c'était aussi son prédécesseur. Bon, Ouais, merci beaucoup voilà. Nadir. Bon, Merci. tu peux écouter autre chose à cette heure-ci. Hein. C'est bon, je travaille sur le boulot là. Bon, ok, bah bon courage. Tu fais quoi dans la vie? Je ramasse les poubelles, hein. Voilà, je suis conducteur de Ben Arroyo. Eh bah écoute, franchement, je te félicite. Et je te dis un grand merci à toi. Merci Nadir. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai qu'on les met jamais à l'honneur, ces gens qui ramassent nos poubelles. Hein? Et il en faut. Voilà, donc il n'y a pas de saut métier et c'est un très beau métier d'ailleurs. Franchement, tout à fait respectable, très respectable. Un petit dernier pour la route, France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel, cher monsieur. Oui, Nassim de Nanterre. Salut Nassim, on t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'avais un message à faire passer. Je crois qu'on est très divisé au niveau des Maghrébins et ça c'est malheureux à constater. Donc j'ai un appel à l'union à faire passer entre Marocains, Algériens, Tunisiens et tous les musulmans. On soit plus solidaires, on s'entraide beaucoup plus que ce qui est fait actuellement. Appel entendu, mon ami, et amplifié même. Merci beaucoup Nassim. Et c'est sur cet appel à donc de la solidarité et de l'entraide que cette émission se termine pour ce soir. Merci beaucoup, cher ami Nadir. Merci à toi, quelle belle fin. Oui, absolument. Bah oui, on pouvait pas mieux faire. Hein. Franchement, c'est bien. Donc rendez-vous demain avec demain autour de cette table, il y aura Redouane Moumine qui sera avec nous demain entre 16h et 18h. Et vendredi, je vous annonce un trio de ouf. Hein. Yasser Louati, Tarek Mami, Mourad Goual. Waouh, attention, ça va être chaud. Chargé. C'est trois personnalités qui aiment bien avoir la parole, donc autant dire que ça va être très chaud ce vendredi entre 16h et 18h. Merci d'écouter France Maghreb 2 et d'y rester par conséquent dans un instant l'ami Medjahed pour la suite, bien sûr, des festivités sur France Maghreb 2, ou plutôt le début, 18h01, tout de suite le rappel de l'actualité de ce mercredi soir, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous, c'est l'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. Mehdi Nemmouche est à Paris ce matin. Il a été mis en examen dans une autre affaire. Le djihadiste français détenu en Belgique est en effet soupçonné d'avoir été l'un des geôliers de 4 journalistes français otages en Syrie il y a 4 ans, notamment Nicolas Hénin et Didier François. Un militant écologiste a été condamné hier à 500 € pour violence volontaire par le tribunal de grande instance de Rodez en Aveyron. Il avait jeté des feuilles mortes sur un policier à la fin d'une manifestation. Le décès de l'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier, 84 ans. Le jury du prix Féminin lui avait remis la semaine dernière un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre. Elle venait tout juste de publier son dernier livre Au gré des jours chez Odile Jacob. Airbus confirme une commande historique. Le géant européen de l'aéronautique signe un contrat avec la société américaine Indigo Partners pour l'achat de 430 appareils moyen courrier de la famille des A320. Montant de la commande environ 42 milliards d'euros. Cette commande va permettre à Airbus de doubler son rival américain Boeing. Dans l'affaire du petit Grégory assassiné en 1984, les époux Jacob, mis en examen en juin dernier, seront interrogés par la juge d'instruction ce vendredi. Leurs avocats espèrent démontrer qu'ils étaient au travail au moment du rapt de l'enfant.
La décision est une surprise. La France organisera la Coupe du Monde 2023 aux dépens de l'Afrique du Sud et de l'Irlande. La décision a été prise aujourd'hui lors d'un scrutin à Londres. Le pays a obtenu la majorité des 39 voix venues de 6 confédérations, de 12 nations et de 18 dirigeants. Le pays avait pourtant été classé derrière l'Afrique du Sud dans le rapport d'évaluation du World Rugby. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.